Euh, donc on a expliqué la spécificité du capitalisme dans la vidéo précédente. Alors, alors surtout, donc pour Marx, le critère principal pour former des groupes pertinents, c'est celui de la position dans les rapports sociaux de production, qu'on a défini plus haut. Alors, ce critère-là permet pour Marx de structurer deux groupes, de définir deux groupes facilement identifiables. Et pour lui, ce sont ces deux groupes qui structurent la société industrielle. Alors le premier groupe, on va le décrire ensemble, c'est celui qu'il nomme prolétariat. Le prolétariat est composé par tous les individus qui ont pour point commun de ne rien posséder, mis à part leur force de travail, et qui sont obligés de vendre cette force de travail en échange d'un salaire afin de survivre. On repère facilement les prolétaires en fonction de la place qu'ils occupent dans les rapports sociaux de production. Ce sont les ouvriers et donc ce sont des salariés. Ok. Donc j'insiste parce qu'il ne faut pas perdre le fil conducteur de notre propos, hein. Le critère pour mettre les gens dans des groupes, c'est la position dans les rapports sociaux de production. Et en gros, il y a deux positions possibles. Soit vous êtes du côté de ceux qui travaillent, c'est-à-dire le prolétariat, et qui n'a rien d'autre pour survivre que sa force physique, qu'ils doivent monnayer contre un salaire. Et donc vous êtes dans un, à gauche, on va dire, ou dans un certain endroit du spectre des rapports sociaux, hein, vous êtes de ce côté-là, ok. Soit vous êtes de l'autre côté, et là vous faites partie du second groupe qu'on va maintenant voir ensemble. Donc le deuxième groupe est constitué par ce que Marx nomme la bourgeoisie, ou encore également nommé les propriétaires des moyens de production. Alors ce groupe est composé d'individus dont le point commun est de posséder les moyens de production, à savoir les machines, les outils, les locaux, les terrains, voilà, tout ce qu'on a besoin pour produire des choses qu'on ne peut pas faire à main nue. D'accord. Les bourgeois cherchent à s'enrichir de plus en plus et pour y parvenir, ils embauchent des prolétaires afin de les faire travailler dans leurs usines. Donc je reprends donc cette idée. Le deuxième groupe, qui va structurer la société, c'est le groupe de la bourgeoisie. Et quelles sont leurs caractéristiques? Bah, ils sont, en termes de rapports sociaux de production, du côté de ceux qui ne travaillent pas, mais du côté de ceux qui possèdent les outils, qui possèdent les moyens de production, et qui ont un certain nombre de points communs liés à cette position dans les rapports sociaux. D'accord? Donc ces points communs, on va les détailler par la suite, hein. Mais vous voyez bien que le critère pour définir qui va dans quel groupe, c'est la question de la propriété. Voilà. Soit vous êtes propriétaire des moyens de production, c'est-à-dire que vous êtes un bourgeois, soit vous n'êtes pas propriétaire des moyens de production, alors vous êtes un prolétaire, et ça a pour conséquence que vous devez vendre votre force de travail pour survivre dans ce système, dans ce mode de production. Alors, les deux groupes ainsi formés, grâce à cet unique critère qui est la place dans les rapports sociaux de production, euh, se nomment classe sociale. D'accord. Qu'on soit prolétaire ou alors membre de la bourgeoisie, on fait partie de ce que Karl Marx nomme classe sociale. On parlera alors de classe ouvrière, ou classe des prolétaires, et de classe bourgeoise, ou alors de classe encore, si on fait de manière synonyme, ou de classe des propriétaires des moyens de production. Que ce soit pour les prolétaires ou pour les bourgeois, l'appartenance à l'une des deux classes sociales est quasiment définitive. Ça, c'est important de le savoir. La frontière entre prolétariat et bourgeoisie, c'est une frontière étanche. Voilà. On ne peut pas passer de l'une à l'autre, ou alors très difficilement. Il est presque impossible pour un prolétaire d'accéder à la propriété de ses moyens de production. Le prolétaire ne deviendra jamais assez riche, en fait, pour acheter ses propres outils ou devenir propriétaire de ses machines. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible, parce qu'il sera toute sa vie toujours insuffisamment payé. Et de la même façon, pour un bourgeois, il est extrêmement rare de tomber dans la pauvreté et d'en être réduit à devenir un prolétaire. En gros, les membres de la bourgeoisie, dans l'analyse de Marx, ils naissent avec tellement de choses qui leur appartiennent, déjà, dès la naissance, parce qu'ils héritent de leur famille, que même s'ils font les mauvais choix, il est très rare qu'ils deviennent très pauvres.
au point d'être obligés, à leur tour, de vendre leur force de travail et de devenir prolétaires. Donc ça, c'est vraiment important de saisir que pour qu'il y ait des classes sociales, il faut qu'il y ait une frontière assez étanche entre les groupes. On ne peut pas passer de l'une à l'autre comme ça, c'est très compliqué. Alors, je poursuis. La constitution de groupes fondée sur la position dans les rapports sociaux de production s'avère alors pertinente, hein, donc on ne lâche pas notre fil, hein. C'est pertinent, hein, de prendre ce critère pour former des groupes, car ça permet de bien rendre compte des diverses inégalités et de leur distribution dans la société. Donc, donc pour les inégalités, on va s'intéresser aux richesses, ou alors encore au pouvoir, pour ne pas aller dans une liste trop longue. Mais on voit bien que dans les sociétés traditionnelles, bah, les prolétaires, le groupe qu'on a ainsi formé, que Marx forme, bah, c'est effectivement ceux qui sont les plus pauvres, donc qui ont le moins d'argent, et qui sont les plus dominés, donc qui n'ont pas de pouvoir. Donc c'est pertinent. On crée un groupe qui s'appelle les prolétaires, c'est les plus pauvres, c'est les plus dominés. Et en face, le groupe de la bourgeoisie qu'on a formé avec sa position dans les rapports sociaux, bah, c'est le groupe qui, objectivement, est le plus riche et qui a le plus de pouvoir. Donc là, si vous voulez, ça devient vraiment pertinent. On a créé des groupes à partir d'un critère voilà, choisi par le sociologue, mais ce critère s'avère malin, ça s'avère pertinent, puisque ça permet de bien décrire la structure des inégalités sociales que l'on peut observer. Alors, une remarque, avant de passer à la suite. On parle de classe sociale quand le critère utilisé pour regrouper les individus provient de la sphère productive. D'accord? Posséder ou non les moyens de production. Donc voilà, c'est une caractéristique qui relève de la sphère productive et qu'on essaye de mettre les gens dans des groupes à partir de caractéristiques de la sphère productive, ça s'appelle des classes sociales. On parle de classe sociale quand ça a un rapport avec la sphère productive. Si vous utilisez d'autres critères, hein, d'autres critères peuvent être utilisés pour regrouper les individus. Mais alors, il ne s'agira pas de classe sociale. On parlera d'autre chose. Ce sera des groupes également, dont les membres auront des points communs, mais comme ce ne seront pas des points communs liés à la sphère productive, on n'appellera pas ça classe sociale, on appellera ça autrement. D'accord? Et on verra ça dans la suite du chapitre, comment s'appellent ces autres groupes, qui sont fondés sur d'autres critères que des critères relevant de la sphère productive. Alors, on passe au petit b. Donc l'analyse de Marx va plus loin, hein, avec une distinction très très connue entre la classe en soi et ce qu'on appelle la classe pour soi. Donc Marx avance l'idée qu'au sein du mode de production capitaliste, la société est structurée par deux classes sociales. Ça, c'est ce qu'on vient de dire, la bourgeoisie et le prolétariat. Cependant, il existe d'autres groupes qui pourraient être des classes sociales, même dans l'analyse de Marx, hein, mais qui ne réunissent pas toutes les caractéristiques nécessaires pour en faire partie. Donc, voir suite du cours. Alors, allons-y. Comme nous l'avons évoqué plus haut, la place dans les rapports sociaux de production constitue le critère central pour parler de classe sociale dans l'analyse de Marx. La position commune des prolétaires ou des bourgeois de leur côté, hein, au sein des rapports sociaux de production, leur confère en conséquence d'autres points communs. Les prolétaires vont par exemple partager les mêmes modes de vie. C'est quoi ces modes de vie? Ça va être déjà des mêmes conditions de vie, marquées par la pauvreté. Ils vont fréquenter les mêmes lieux, d'accord? Ils vont habiter dans les mêmes endroits, des cités ouvrières, des quartiers populaires. Ils vont fréquenter aussi les mêmes lieux de travail, ils vont tous se retrouver dans leurs usines. Ils vont avoir des interactions fréquentes les uns avec les autres, ils se croisent tout le temps dans leur vie quotidienne. Donc voilà, les prolétaires vivent entre prolétaires et se voient tout le temps. Ça, c'est ça les caractéristiques du mode de vie commun euh, à, euh, à une classe sociale. Alors c'est pas valable que pour les prolétaires, hein. De même, les membres de la bourgeoisie vont partager un même mode de vie spécifique à leur classe. Alors quel était ce mode de vie? Ça va être un petit peu différent. Même conditions de vie, alors plutôt marquées par le luxe, l'absence d'inquiétude envers l'avenir, hein, puisqu'on est à l'aise, on a de l'argent, on vit bien. Donc ils vont également vivre dans des quartiers spécifiques, hein, entre bourgeois, et se croiser régulièrement, mais entre eux. Vous voyez, ils ne se mélangent pas. Les bourgeois et les prolétaires, ils ne se croisent pas, ou alors uniquement peut-être à l'usine. Mais sinon, on peut parler de classe sociale parce qu'ils ne se croisent pas non plus. Ils vivent dans des endroits séparés. Euh, donc lorsque les individus, et là on arrive à un point important, lorsque les individus partagent tous ces points communs, en raison d'une position commune au sein des rapports sociaux de production, alors il s'agit de ce que Marx appelle une classe en soi. Ok? Donc j'insiste, une classe
en soi, pour Marx, c'est deux caractéristiques cumulatives. Alors, c'est des individus qui partagent une même place dans les rapports sociaux de production et des individus qui partagent un même mode de vie, dont les caractéristiques sont détaillées ici. Si vous cumulez ces deux critères, vous avez en face de vous ce qu'on appelle une classe en soi. Donc la classe ouvrière est une classe en soi, et la classe bourgeoise est une classe en soi, d'après Marx, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Cependant, il ne s'agit pas d'une classe sociale au sens plein du terme pour Marx, car une véritable classe sociale doit réunir deux autres critères. Il faut de plus que les membres de la classe aient une conscience de classe, c'est-à-dire qu'ils se sentent comme appartenant à leur classe, que le groupe auquel ils appartiennent fasse partie de leur identité. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez comprendre. Pour avoir une classe sociale au sens plein du terme, on verra, ça s'appelle une classe pour soi, il faut que les gens se disent, moi je suis avant tout un ouvrier, ou moi je fais partie de la classe des bourgeois, ça fait partie de moi, je le sais, ça fait partie de mon identité. Et il faut que les gens quasiment se revendiquent de ça. D'accord? Donc ça, ce critère de la conscience de classe, c'est très important pour faire une classe pour soi. Sans ce critère-là, il n'y a pas de classe pour soi. On verra ça, ça sera très utile après dans la suite du chapitre d'avoir ça en tête. Autre critère cumulatif, et à partir d'ici, et enfin, il faut que les membres de la classe aient connaissance d'être dans une relation conflictuelle avec leur ennemi de classe. Donc l'analyse de Marx suppose l'existence d'un ennemi de classe. Alors pour les ouvriers, l'ennemi de classe, c'est la bourgeoisie. Hein, et j'ai pas précisé, mais pour les bourgeois, l'ennemi de classe, c'est les prolétaires. D'accord? On verra pourquoi ils sont dans cette relation conflictuelle dans la sous-partie juste après. Mais il faut que donc, pour qu'il y ait une vraie classe sociale, la connaissance d'un ennemi de classe et le fait qu'on est en conflit avec lui, forcément. Voilà, conflit, ça veut dire on se bagarre. Hein. Une relation conflictuelle avec cet ennemi de classe en raison d'intérêts de classe nécessairement contradictoires. Contradictoire, ça veut dire que l'un va contre l'autre. Les intérêts de la classe bourgeoise ne sont pas les mêmes que les intérêts de la classe ouvrière, et forcément, ce que gagne l'un, c'est forcément au détriment de l'autre. Donc les intérêts des uns et des autres sont forcément contradictoires. Et pour qu'il y ait une classe en soi, une classe pour soi, pardon, il faut que les membres de la classe aient conscience de cette relation, de ces intérêts contradictoires, de cet antagonisme, on dira, hein, un antagonisme irréductible entre les deux classes. Et sachant ça, ils se mobilisent, les uns et les autres, hein, les prolétaires pour défendre leurs intérêts, mais aussi la bourgeoisie pour défendre ses propres intérêts. Donc il faut qu'ils se mobilisent pour défendre leurs intérêts de classe contre cet ennemi. Pour terminer, quand un groupe d'individus réunit ces quatre critères, il s'agit de ce que Marx appelle une classe pour soi. Donc le pour soi, pour que vous compreniez bien, c'est l'idée que la classe, elle existe, mais elle prend soin d'elle-même. Voilà, elle est là pour elle-même. C'est une classe pour soi, ça veut dire qu'elle défend ses intérêts. Ok? Faut l'entendre comme ça, le pour soi. Alors vous avez un petit schéma ici pour réunir, résumer ce qu'on vient de dire, hein, donc quatre critères qui sont dans le texte au-dessus, et le passage de l'un à l'autre. Ça plus ça nous fait classe en soi, et ça plus ça nous fait classe pour soi. Sachant que voilà, c'est les quatre cumulés qui nous font classe pour soi. D'ailleurs, il faudrait que je refasse le schéma parce que le- la collade devrait englober tout en fait. D'accord? Mais vous avez bien compris que c'est les quatre critères réunis qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une classe pour soi. Alors une remarque avant de passer au dernier point, au petit c, et on aura fini sur Marx. Donc il existe certains groupes d'individus, alors ça c'est bon, c'est pas forcément très important, mais c'est bien de l'avoir entendu. Certains groupes d'individus dans la société française que l'on peut qualifier de classe en soi. Marx prend l'exemple des paysans, qui ont tous pour point commun de travailler la terre et de vivre à l'écart des villes. Donc, en soi, c'est une classe, les paysans. Ils ont un même mode de vie. Alors, ils vivent pas ensemble, mais bon, ils vivent dans des conditions similaires quand même, à la campagne. Le problème, c'est que les paysans ne forment pas une classe. Alors, ils forment une classe en soi, mais le problème, c'est que de par leur travail, la nature du travail qu'ils réalisent, le fait de travailler sur des grandes parcelles, à la campagne, ces derniers n'ont jamais pu entretenir de relations les uns avec les autres. Ils se voient jamais les paysans. Il y a tous les champs autour d'eux qui les empêchent de se croiser parce que voilà, ils sont trop éloignés les uns des autres. Et donc ne se croisant pas, n'ayant pas de relations ou d'interaction les uns avec les autres,
eh bien, n'a jamais pu émerger pour Marx ce qu'on appelle conscience de classe, de nouveau, c'est-à-dire le sentiment qu'ils font partie d'un même groupe, le groupe des paysans. Et donc, s'il n'y a pas cette conscience de classe qui émerge, alors c'est impossible que se déclenche une mobilisation des paysans pour défendre leurs intérêts spécifiques. Car ils ont aussi des intérêts spécifiques de classe, les paysans. Mais comme ils ne se croisent pas, ils ne se parlent pas, ils ne comprennent pas qu'ils font partie de la même classe, et donc ils ne se mobilisent pas pour défendre leurs intérêts spécifiques de classe. Donc la classe des paysans n'est donc jamais devenue une classe pour soi, comme l'a démontré Marx. Bon alors, je me risque à enchaîner quand même sur le petit c, histoire de faire que 2 vidéos. Donc la structure sociale, une structure sociale irréductiblement conflictuelle. Donc ça c'est pour en fait approfondir ce qu'on a dit plus haut sur le fait que pour qu'il y ait une classe pour soi, il faut que les groupes aient conscience qu'ils sont dans une relation conflictuelle avec un ennemi de classe, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, qu'ils ont des intérêts antagonistes et tout ça. Donc on va développer ce point ici. Donc pour Marx, le prolétariat et la bourgeoisie ne sont pas deux classes sociales vivant l'une à côté de l'autre dans un environnement économique et social apaisé, et où les uns et les autres coopèrent pour produire des richesses. Donc c'est pas le monde des bisounours, si vous voulez, la société industrielle de Marx, pour le dire simplement. Le prolétariat et la bourgeoisie sont dans un rapport éminemment conflictuel en raison de rapports de force déséquilibrés et d'intérêts économiques antagonistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En effet, la classe bourgeoise et les prolétaires sont dans une relation de dépendance réciproque. Ça veut dire qu'ils ont besoin les uns des autres mutuellement, bien qu'ils aient des intérêts différents. Mais ils ont besoin réciproquement les uns des autres. Les prolétaires ont besoin de la bourgeoisie capitaliste afin de pouvoir vendre leur force de travail et d'en tirer un salaire pour survivre. Puisqu'ils ne sont pas capables de survivre tout seuls, les prolétaires, puisqu'ils n'ont rien pour travailler. Ils n'ont pas de machines, ils n'ont pas d'outils. Donc ils ont besoin de machines et d'outils. Alors comment faire? Ils vont vendre leur force de travail aux bourgeois pour pouvoir dégager un salaire et acheter à manger. De leur côté, les bourgeois ont besoin des prolétaires pour les faire travailler dans leurs usines afin de produire des marchandises et réaliser des profits. Les usines ne fonctionnant pas toutes seules, il faut des travailleurs pour faire tourner les machines. Donc les bourgeois, même si ça les embête, ils sont obligés d'embaucher des prolétaires pour faire tourner les machines et faire du profit. Alors, au passage, si vous reliez ça à la période actuelle, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi maintenant, dès qu'on peut, grâce au progrès technique, inventer une machine qui remplace le travail des êtres humains, les employeurs n'hésitent pas, les propriétaires des entreprises n'hésitent pas, parce que c'est beaucoup plus pratique de remplacer le travail humain par des machines, parce que ça permet de ne pas verser de salaire. Donc forcément, les machines prennent une partie du travail des anciens travailleurs non qualifiés. Donc Marx avait déjà bien repéré ça. Euh, alors cependant, les prolétaires subissent la domination de la bourgeoisie sur le marché du travail. On va dire que le rapport de force entre les ouvriers prolétaires et la bourgeoisie, c'est pas du tout un rapport de force équilibré. C'est les bourgeois qui dominent les ouvriers, et en particulier sur le marché du travail. On va voir en quoi ça consiste. Alors, les uns et les autres, donc les ouvriers et les prolétaires, enfin les ouvriers prolétaires et les bourgeois, se rencontrent sur le marché du travail, là où se fixe le prix du travail. Et c'est quoi le prix du travail? C'est le niveau de salaire. Mais les prolétaires sont par définition dans une position de faiblesse, puisqu'ils ne possèdent rien, on l'a dit plusieurs fois, et n'ont d'autre choix pour survivre que de vendre leur force de travail à la classe bourgeoise. Les prolétaires sont donc contraints d'accepter n'importe quel niveau de salaire et n'importe quelle condition de travail afin de survivre. Effectivement, si vous n'avez rien à manger et qu'il vous faut un salaire, vous allez tout accepter. N'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire, pourvu que ça vous permette de survivre. À quoi s'ajoute le fait que les prolétaires sont très nombreux, et parfois plus que les emplois disponibles dans les usines, ce qui conduit à du chômage. Ce chômage, que Marx appelle armée de réserve industrielle, est ensuite habilement utilisé par la bourgeoisie comme argument pour faire pression à la baisse sur les salaires des prolétaires. Euh, si ces derniers refusent une baisse de salaire, ils pourront être licenciés et remplacés par d'autres prolétaires moins exigeants en matière de rémunération. Euh, alors, je vais reprendre ici. Vous avez compris l'idée, hein? On est vraiment dans une situation d'asymétrie en matière de rapport de force. Le fait qu'il y ait du chômage
fait que le prolétaire n'est pas à égalité en termes de pouvoir avec l'employeur, avec le bourgeois qui peut l'embaucher. Le bourgeois, lui, il a de l'avance, il a de l'argent, il est propriétaire, il peut se permettre d'attendre, alors que l'ouvrier, il ne peut pas attendre. Et en plus, si l'ouvrier n'accepte pas ce qu'on lui propose comme deal, hein, en termes de salaire ou de conditions de travail, il peut tout de suite se faire remplacer par un autre prolétaire moins exigeant, parce qu'il y en a plein derrière lui prêts à prendre sa place, parce qu'il y a du chômage. Donc là, vous voyez bien que dans cette analyse, l'existence d'un chômage important, c'est un avantage pour la bourgeoisie en fait. L'existence durable d'un chômage est un avantage car il permet à la bourgeoisie de tirer les salaires vers le bas. Parce que voilà, on est d'autant plus enclin à accepter des salaires faibles qu'on est déjà content d'avoir un emploi. D'accord? Et que bah, si on ne le fait pas, les autres prendront ce job pour nous. Les autres prendront le job à notre place, parce qu'ils seront moins exigeants que nous. Alors je reprends. Dans ce contexte marqué par un déséquilibre du rapport de force entre prolétaires et bourgeois, le salaire sera alors fixé à un niveau minimum permettant tout juste aux prolétaires d'assurer leur survie et celle de leur famille. On parle de salaire de subsistance. Donc vous voyez bien ce qui se passe. Le salaire peut baisser jusqu'à un niveau minimum qui permet tout juste aux prolétaires de survivre. Si jamais ce salaire était en dessous, descendait encore plus bas, il y aurait des morts. En gros, les prolétaires n'arriveraient pas à se nourrir, ce qui ferait diminuer le nombre de la main-d'œuvre, et donc ça permettrait après aux prolétaires de renégocier leur salaire à la hausse, puisqu'il deviendrait rare. Mais il suffit de mettre le salaire au niveau vraiment minimum, et là c'est bon, on maintient un chômage important, et donc voilà, ça permet d'écraser les salaires durablement. Alors les intérêts des prolétaires et de la bourgeoisie sont donc irréductiblement antagonistes. Antagonistes, ça veut dire que voilà, ce que gagne l'un, l'autre le perd. On ne peut pas gagner en même temps. C'est pas possible que les deux parties gagnent en même temps. Pour que les prolétaires puissent espérer améliorer leurs conditions de vie, ils doivent obtenir des salaires plus élevés. De son côté, la classe bourgeoise entend maintenir des profits maximum pour ses membres, ce qui implique d'écraser les salaires des prolétaires, ce qu'on a vu plus haut. Euh, Ce que gagnent les uns se fait nécessairement au détriment des autres. C'est pourquoi pour Marx, les prolétaires doivent et vont nécessairement, dans son analyse à Marx, ça va arriver. Alors quand? Ça on ne sait pas. Peut-être que c'est ce qu'on appelle le grand soir. Hein, le grand soir, c'est le moment où il y aura un soulèvement du prolétariat dans tous les pays du monde pour renverser la bourgeoisie. Bon, ce qu'on a appelé le grand soir. Bon, Marx dit que ça va forcément arriver. Et donc les prolétaires vont se soulever et entrer en lutte contre la bourgeoisie, afin non seulement d'obtenir des hausses de salaire, mais plus encore renverser le capitalisme et supprimer le rapport de domination de la bourgeoisie sur les prolétaires. C'est ce qu'on appelle la lutte de classe. D'accord? Ça, là, on sort du programme, hein. On n'avait pas besoin de savoir ça, mais c'est quand même intéressant et vous pouvez l'avoir en histoire. Donc c'est ce que Marx appelle la lutte des classes. Et donc dans la doctrine marxiste, là, vous voyez bien, j'emploie le terme doctrine marxiste, parce qu'il n'est plus question d'une théorie sociologique, mais là c'est un programme politique, hein. Donc dans la doctrine marxiste, le prolétariat renverse la bourgeoisie et le capitalisme. Le prolétariat abolit la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire que au lieu que les machines, les outils soient appropriés par des personnes privées, les machines et les outils seront appropriés de manière collective, c'est-à-dire que tout le monde possédera tous les outils et pourra s'en servir comme il l'entend pour fabriquer des marchandises dont ils ont besoin. Donc on abolit la propriété privée des moyens de production et on met en place une société sans classe sociale. Ça s'appelle le communisme. Voilà, originellement, le communisme c'est ça, c'est suppression des classes sociales, suppression de la propriété privée, des moyens de production. Voilà, donc je lis la remarque et on aura terminé sur Marx et vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, mais vous êtes au point avec tout ça, quoi. Et vous pouvez même en retirer, c'est ça l'avantage. Après, c'est à vous de faire le travail de synthèse, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors une remarque au passage, Marx ne dit pas que les sociétés industrielles au sein du mode de production capitaliste ne sont composées que de seulement deux classes sociales. D'accord? Il ne faudrait pas penser ça, c'est pas vrai. Les deux classes sociales qu'il identifie, elles sont les plus importantes pour lui. C'est elles qui font avancer l'histoire, si vous voulez. Mais il y a d'autres classes sociales. Dans certains de ses écrits, comme un livre qui s'appelle Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, il distingue jusqu'à 7 classes différentes, que je vous donne la liste, mais vous n'avez pas besoin de la connaître. L'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, les grands propriétaires fonciers, la petite bourgeoisie de l'échoppe et de la boutique, la classe ouvrière des salariés et de l'industrie, le sous-prolétariat et les paysans.
Cependant, il ne retient que deux classes sociales, le prolétariat, classe ouvrière, et la bourgeoisie, car ce sont vers ces deux pôles que vont converger tous les membres de la société capitaliste, d'après son analyse. En effet, la concurrence entre les capitalistes conduit à une concentration des richesses au sein d'un groupe de personnes de plus en plus réduit, et parallèlement, les classes moyennes s'appauvrissent et viennent grossir les rangs du prolétariat. Cette polarisation de la société, polarisation ça veut dire qu'en gros, tout le monde se précipite vers les extrêmes, hein. Soit on va vers la bourgeoisie parce qu'on s'enrichit, soit on est en déclassement, on s'appauvrit et on va vers le pôle sud, quoi, hein, vers le pôle des prolétaires. Donc cette polarisation de la société conduit alors à une structure sociale binaire, avec d'un côté la classe ouvrière et de l'autre la classe bourgeoise. Voilà, donc j'arrête la vidéo qui doit être assez longue. Je vous souhaite bon courage pour voilà, renoter tout ça, mais voilà, c'est vraiment, à mon avis, très important pour vous, très intéressant. Et voilà, j'ai pris le temps de bien détailler tout ça parce que ça ira plus vite après pour parler de la remise en cause de la théorie des classes sociales en France. Voilà, donc on continuera tout à l'heure sur l'analyse de la stratification sociale de Max Weber. A plus tard.